Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous ouvrons la séance du conseil municipal du 6 mars 2025 de Bézieux. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos nouveaux collègues. Je peux parler des membres du conseil municipal des jeunes qui ont été brillamment élus le 25 janvier dernier, si je ne m'abuse, et à qui nous allons remettre d'ailleurs un petit livret dans une sacoche. Donc bienvenue à vous et aux parents qui sont là présents. Bienvenue. Donc je vais commencer par l'appel quand même. Alors, Antunes Polo. Bataille Catherine a donné le pouvoir à Laurence Dutiel. Biscup Marie-Paul a donné le pouvoir à Francis Delru. Chantraine Christine. Cussot Pascal. Présente. Delru Francis. Présent. Després René. De Villers Luc. Présent. Devoyer Bruno. Dufour Isabelle a donné pouvoir à Devoyer Bruno. Dutiel Laurence. Présente. Fievé Jean-Michel. Présent. Erangel Céline. Présent. Herman Bénédicte. Présent. Alors Carpe Daniel est absent, c'était pas prévu, il devait nous rejoindre aujourd'hui, mais il a perdu sa maman. Donc il est absent. Et il a donné pouvoir à Marie-André Leclerc. Leclerc Bénédicte. Présent. Leclerc Marie-André. Présent. Limousin Philippe, présent. Macré Jean-Pierre. Présent. Méchelard Christian. Présent. Millet Michel. Présent. Paquier Michel. Présent. Paquier Odile. Présente. Racel Philippe. Présent. Schumacher Coralie. Présent. Thierry Mathieu. Présent. Et Vandevelde Olivier. Présent. Donc nous sommes 23 sur 27 et tout le monde a donné un pouvoir. Je vous remercie. Je propose comme secrétaire de séance de désigner Odile qui accepte volontiers. Bon, c'est parti. Donc on va commencer notre conseil municipal qui comporte 12 points à l'ordre du jour, dont le DOB qui est un point important et qui va peut-être prendre un peu de temps, qui est le débat d'orientation budgétaire. Sinon, donc, le premier point à l'ordre du jour, c'est l'institution et vie politique, adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2024 que vous avez tous reçu en annexe 1. Y a-t-il des observations, des remarques ou des commentaires sur ce compte-rendu ? Point. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 décembre. Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2, toujours en institution et vie politique. Ça va intéresser nos jeunes collègues, là. Donc, charte de fonctionnement du conseil municipal du CMJ, du conseil municipal des jeunes, qu'on appelle le CMJ, que vous avez tous reçu en annexe 2. Et je vais donner la parole à Odile et Jean-Pierre. Vous allez vous répartir la tâche, je pense. A priori, je vais tout seul. Ah, pardon. Je ne peux pas tout faire. Il y a déjà secrétaire, donc il faut bannir le cumul des fonctions. Voilà. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1112-23, vu la délibération numéro du CM 2024-10-02 du Conseil municipal du 10 octobre 2024 relative à la modification du Conseil municipal des jeunes CMJ initialement créé par délibération numéro 2020-11-15 du 19 novembre 2020, vu la présentation faite lors de la commission famille, enfance, jeunesse réunie en date du 12 février 2025, considérant la nécessité d'ajuster les modalités de fonctionnement du CMJ suite au démarrage du mandat des conseillers nouvellement élus, une charte de fonctionnement est mise en place afin de formaliser les droits et les devoirs des jeunes conseillers. Considérant que l'élection des conseillers municipaux composant le CMJ 2025-2027 s'est tenue le 25 janvier 2024, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la charte de fonctionnement du CMJ ci-jointe annexée en annexe 2. Y a-t-il des remarques ? Commentaires ? Point. Oui, monsieur Delru ? Une explication de vote, simplement. Nous
nous étions abstenus lors de la création du Tout à fait. CMJ, la modification des âges. Tout à fait, oui. Donc, en cohérence, on va s'abstenir aussi. Tout à fait. D'autant plus qu'il y a un point sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord, c'est en cas de 3 absences, tout de suite, le jeune est remplacé. Parce que ça mériterait d'être discuté. Mais de toute façon, nous nous abstenons sur cette délibération. C'est noté. Y a-t-il une autre intervention? Non? Je tiens à signaler que ce ne sont que des absences non excusées. Oui. Ça joue aussi. Tout à Il y a souvent le cas ne s'est jamais produit où les personnes ne se sont pas excusées, sauf lors du dernier mandat où j'en ai quand même 3 qui n'ont donné aucun signe de vie. Ce qui fait que je crois qu'il faut effectivement quand même un peu une certaine règle à chacun. Ils en ont conscience dès le début, les parents sont derrière, donc j'estime qu'effectivement ça peut être qu'un point positif. Voilà. Merci Jean-Pierre. Donc nous allons voter et ensuite on va passer à la distribution, c'est ça? Je ne me trompe pas? Non, c'est ça. Bien, donc nous allons procéder au vote. Donc, est-ce que vous approuvez la charte de fonctionnement du CMJ que vous avez reçue en annexe 2? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Nous avons donc 5 abstentions, c'est ça? 6. Oui, 6. Je vous remercie. La suite? Donc nous avons tenu à vous présenter effectivement officiellement les jeunes élus que je vais appeler dans l'ordre alphabétique de leur nom. Et monsieur le maire pourra leur remettre un kit du CMJ qui comporte un tote bag, un carnet de notes, un stylo et une écharpe. Voilà. Donc j'appelle en premier Malo Alix Savé. Voilà. Voilà, chers collègues. Et de bons votes. Anatole Bricou-Fréau. Léna d'Ambre. Voilà. Chloé Duquesne. Félicitations. Poignée de vide pour une énergique, c'est bien. Apolline Herman. Bravo. Et félicitations. Voilà. Gaspard Lamarck Lonquet. Alice Le Pichon. Bravo. Et félicitations. Et bon courage. Oriane Le Pichon. Bravo. Félicitations. Papedemba Nyang. Aubin Thibault. Félicitations et bon courage. Et Sohan Yekter. Voilà. Parfait. Donc vous avez pu expliquer ce qu'il y avait. J'ai expliqué. Voilà. Donc voilà. De quoi travailler. Bon courage. Et vous avez 2 ans devant vous. Profitez-en. Voilà. Parfait. Bien.
Peut-être qu'ils ne sont pas obligés de rester. Donc le point 3 concerne les finances locales. Je sais pas, tu l'aurais Le débat sur le rapport d'orientation budgétaire. Donc il ne fera pas l'objet d'un vote, mais qui fait l'objet d'un débat. Oui, bah oui. Ah oui, Ceux qui souhaitent rester, ou ceux qui ne le souhaitent pas. Voilà, c'est un rapport d'orientation budgétaire qui est particulièrement une photo de groupe peut-être, technique, on va dire ça. Positif. avec Jean-Pierre et Odile peut-être. Bah oui, une photo. Ouais, une photo avec tous. Voilà. Bah oui, vous mettez votre écharpe. Vous mettez votre écharpe. On va les aider à ça. Vous avez une belle écharpe, hein, vous avez vu? Donc je reprends donc le point 3 de notre conseil municipal, le débat sur le rapport d'orientation budgétaire que vous avez reçu en annexe 3 et dont je vous propose d'en prendre lecture. Donc il y a une procédure, le monde, l'Europe, la France et la commune. Alors d'un point de vue mondial, les banques centrales desserrent les taux, mais le risque géopolitique monte d'un cran. La croissance mondiale est sans véritable élan en 2024 et devrait se situer autour de 3% en 2025 avec des dynamiques régionales diverses. Les États-Unis enregistrent une croissance proche de 3%. La zone euro peine à se redresser avec une croissance inférieure à 1 en 2024 et une économie allemande toujours à l'arrêt. La Chine ralentit avec une croissance inférieure à 5, conduisant le gouvernement chinois d'ailleurs à annoncer des mesures de soutien à l'économie. Vous avez quelques graphiques. La croissance du PIB depuis 2016. Zone euro, États-Unis, Royaume-Uni, l'inflation en glissement annuel et les taux directeurs aux États-Unis, Royaume-Uni, zone euro et Japon. La plupart des banques centrales des pays avancés ont commencé à desserrer les taux du crédit sur fond de décélération de l'inflation en 2024 et ce mouvement devrait se poursuivre en 2025. La BCE a baissé ses taux directeurs à 3,25 et envisagerait un taux terminal à 2% en juin 2025. La Fed a abaissé son objectif de taux de 50 points de base en septembre et ce mouvement devrait se poursuivre. La Banque d'Angleterre a entamé son cycle de baisse des taux qui devrait perdurer en 2025. La seule exception, c'est la Banque du Japon qui a mis fin aux taux négatifs et devrait procéder à une hausse des taux. Le risque géopolitique se renforce dans de nombreux pays, c'est d'actualité, avec la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient. Les tarifs douaniers et une politique plus imprévisible en provenance des États-Unis fait peser un climat d'incertitude qui n'est certes pas propice à l'économie. En Europe, la France, avec un gouvernement sans réelle majorité et la difficile coalition gouvernementale en Allemagne, présente des signes de fragilité. Voilà, ça c'est pour la situation mondiale. La situation en zone euro. On a un scénario de croissance de plus 0,8% du PIB. Alors les choses peuvent évoluer, c'est des prévisions. En 2024, ça c'est ce qui s'est passé en 2024, et en 1,3 en 2025. Ça reste à vérifier, mais en tout cas, l'activité a progressé de plus 0,4 au trimestre 3 et après plus 0,2 au trimestre 2, une hausse supérieure aux attentes des économistes. La dynamique de la croissance est toutefois hétérogène. L'Espagne est un peu un point particulier en Europe avec plus 0,8% de croissance. En France, l'activité a accéléré à plus 0,4 avec l'effet Jeux Olympiques et l'économie allemande a échappé à une récession technique avec une croissance de 0,2 et l'Italie a calé au trimestre 3. Au niveau de l'inflation en zone euro, on peut raisonnablement tabler sur une inflation de 1,8 à 2 en 2025, après 2,4 en 2024. L'inflation a rebondi en octobre, tandis que les prix des biens hors énergie ont légèrement accéléré, passant de 0,4 à 0,5 en glissement annuel. Cependant, l'inflation continuera à diminuer en 2025 en raison notamment d'effets négatifs sur les prix de l'énergie malgré la hausse des tarifs douaniers aux États-Unis. Vous avez les graphiques, on voit l'Allemagne qui a une croissance de PIB négative au deuxième trimestre, la France qui est à peu près dans la ligne de la zone euro et l'Espagne qui performe. Et l'inflation, on voit que après la crête de 2022-23, on est quand même en décélération nette. Je vais passer ensuite à la France. La croissance du PIB attendue en 2024 est de 1,1 et en 0,9 en 2025.
La loi de finances prévoit de redresser les comptes publics. Bon, elle a été difficile à sortir. De redresser les comptes publics d'environ 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4% du PIB en 2025. Il est envisagé une baisse des dépenses de l'État, des taxes exceptionnelles sur les plus fortunés et les plus grandes entreprises. Le projet de budget reprend le texte de compromis qui avait été trouvé entre les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire des 30 et 31 janvier 2025. Le projet ambitionne de réduire le déficit public à 5,4% du produit intérieur brut en 2025, après un dérapage à 6,1 en 2024. La part de la dette publique atteindrait 115,5% du PIB, c'est considérable. Le déficit de l'État s'élèverait à 139 milliards d'euros. À noter que l'objectif de passer sous la barre des 3% de déficit est maintenu en 2029 et maintenu par l'exécutif. Alors l'effort voté par les députés porte essentiellement sur la mise en place d'une contribution différentielle sur les hauts revenus, gain espéré 2 milliards, une contribution exceptionnelle d'1 an sur les bénéfices des entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros, et l'augmentation de certains impôts, je crois que vous le savez, le renforcement du malus pour l'achat de voitures thermiques, l'augmentation du taux de TVA sur les chaudières à gaz, l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion et l'augmentation de 0,5 points du plafond des frais de notaire perçus par les départements, la fameuse DMTO. Au final, le taux de prélèvement passerait de 42,8 à 43,5. En 2024, en France, l'activité a progressé de 0,4% au troisième trimestre. La croissance du PIB a bénéficié de l'impulsion temporaire liée aux Jeux Olympiques de Paris, forcément. Pour l'année 2025, on ne peut exclure que la prévision de croissance puisse accuser une impulsion budgétaire négative du fait de l'effort annoncé et attendu par le gouvernement. L'inflation en moyenne annuelle passerait de 2,3 à 1,7 en 2025. L'inflation des services continue de baisser et l'inflation énergétique évolue désormais en négatif en rythme annualisé. L'inflation des produits alimentaires et manufacturés se stabilise. On peut s'attendre à ce que l'inflation reste bien inférieure à 2% en 2025, si tout va bien. Vous avez les tableaux correspondants. Pour ce qui concerne la France, on voit quand même que l'indice des prix, l'inflation n'est pas derrière nous, mais on est revenu à un niveau normal et on voit le PIB, là, ici il y a l'effet Covid, le rebond, et puis après c'est plutôt automne. Voilà, bon. Donc on a vu le monde, on a vu la zone euro, on a vu la France, on va maintenant parler de Bézieux. Alors, état des lieux, situation budgétaire à Bézieux en 2024. Tout d'abord la CAF. Donc en 2024, nous réalisons une CAF, donc une capacité d'autofinancement hors événement exceptionnel de 405 000 euros. Cette CAF conforte les résultats obtenus depuis 4 ans. Et à titre de comparaison, on a maintenant 4 ans d'exercice, on peut un peu regarder ce qui s'est passé durant ces 4 ans. La CAF moyenne que nous avons réalisée entre 2021 et 2024 est de 408 000 euros. Elle est supérieure de 14% à la CAF qui avait été de 357 kg euros, qui avait été 357 000 euros réalisés entre 2016 et 2019. Ces chiffres valident la bonne adéquation entre nos recettes et nos dépenses, c'est ça géré, ainsi que notre politique d'intégration des services précédemment externalisés, pas tous, mais certains, tout comme les recrutements engagés depuis 2021. On va regarder maintenant les recettes de fonctionnement, de la section fonctionnement. En 2024, nos recettes s'établissent à 4 908 000 euros, quasi stables par rapport à 2023. Elles étaient de 4 914 000 euros, moins 0,1%. Alors vous allez me dire, ça a baissé, ça s'explique simplement par la relative stabilité des comptes 73 et 731, je ne rentrerai pas dans le détail, par le fait que l'augmentation du poste impôts directs locaux, puisque, comme vous pouvez le voir ici, c'est le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales, les bases fiscales, c'est décidé par Bercy, c'est pas nous. Vous voyez, donc c'était relativement, pas plat, mais relativement atone jusqu'en 2020. Et puis 2022, bon, c'est des décisions politiques qui appartiennent
tout gouvernement, mais en 2022, plus 3,4, en 2023, plus 7,1, en 2024, plus 3,9, et cette année, 2025, il est prévu 1,7. Donc on revient à un niveau, mais on a eu des années fastes. Donc, l'évolution des bases fiscales en hausse de 3,9%, je le rappelle à nouveau, à la seule initiative du ministère du Budget, nous n'avons pas augmenté le taux d'imposition communale, a été compensée par la DMTO, que nous n'avons pas perçue en 2024, mais qu'on avait perçue en 2023. Du fait du passage de la commune à plus de 5000 habitants, maintenant on n'a plus la DMTO, mais on a la taxe additionnelle au droit d'enregistrement. Mais en 2023, on avait touché les deux. Par ailleurs, la bonne tenue des comptes 74 à plus 7,9 s'explique par la DSR qui augmente de 28 KE et le remboursement de la cantine à 1 € qui nous apporte 30 KE par la caisse d'allocation familiale. Donc au budget primitif 2025, après analyse des comptes 2024, des échanges avec la DGFiP et surtout en interne avec au niveau de la gestion, nous proposons de retenir une stabilité de nos recettes à 4,9 millions. La règle budgétaire en comptabilité publique étant la prudence. Les chiffres indiqués au budget primitif 2025 qui sont ci-dessous et que vous avez sous les yeux, voilà, juste bien, ne le sont qu'à titre d'orientation, hein, ce n'est pas les chiffres du budget, c'est une estimation qu'on a pu faire. C'est relativement, enfin, c'est plus rapide pour les recettes. On sait à peu près où on en est et on voit à peu près comment ça évolue année par année. C'est quand même plus facile. Donc, on retient 4,9 millions à comparer à 4,908 millions en 2024 et 4,914 millions en 2023. Je n'exclus pas qu'on soit meilleur que cela, hein, je l'espère d'ailleurs, mais bon, prudence et mère de sûreté, on verra. Donc, en produits, des services et des domaines stables, impôts et taxes stables, imposition directe, une petite baisse, mais bon, c'est relativement stable, dotation, petite augmentation. Autres produits de gestion courante, stable, enfin tout est stable. Il n'y a que les atténuations de charges qui diminuent, mais ce n'est pas un gros montant, 30 000 €. Total des recettes réelles, 4 870 000 et opération de transfert entre sections pour 30 000 €. On arrive aux 4,9 millions. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'augmentation des bases fiscales ou valeurs locatives cadastrales est annoncée à plus 1,7 en 2025, donc on ne doit pas s'attendre à des miracles. Le loyer de la gendarmerie avec l'indice ILAT sera revu, mais en 2026. Et si après, donc, un résumé des revalorisations fiscales à l'initiative du ministère du Budget. Voilà, je continue avec les dépenses de fonctionnement. En 2024 et globalement, nos dépenses augmentent, nos dépenses de fonctionnement se chiffrent à 4 391 000 €, à comparer aux 4 224 000 € de 2023, en augmentation de 4%. L'analyse du réalisé 2024 par rapport au réalisé 2023 est à considérer dans un contexte inflationniste, on l'a dit tout à l'heure à 2,3%, et au regard de notre CAF à hauteur de 405 000 €. Au compte 011, les postes restauration et énergie ont impacté notablement les charges à caractère général. Et voilà. Mon énergie en 2024, on l'a bien pris. Les charges de personnel ont augmenté de 9,3%. C'est essentiellement dû au recrutement qu'on a pu faire dans ce domaine. C'est important, 9,3%, très important. Les atténuations de produits qu'il n'y avait pas eu en 2023, on en a eu en 2024, pour 46 000 €. Les autres charges de gestion courante augmentent légèrement, et les charges financières diminuent, mais ça c'est normal, c'est les prêts qui diminuent, le taux les intérêts diminuent d'année en année. Les charges spécifiques, c'est symbolique. Dotation aux amortissements, ça reste relativement stable. La dotation provision pour risque, ça c'est pour la gendarmerie, a notablement baissé puisque nous avions eu en 2023 l'incidence de la partie de provision des 4 derniers mois de l'année, 4 ou 5 derniers mois de l'année, que pour des raisons liées à... On était en attente d'une réponse précise de la DGFiP pour savoir ce qu'on en faisait. On l'a positionné en 2024. Donc
Ce poste provision est dopé en 2023, enfin en dépenses, par une partie de 2022. Par contre, en 2024, c'est le montant que l'on met en provision pour la gendarmerie. Et en 2025, on met le même montant, puisque c'est quasiment au centime près. Alors, les orientations budgétaires prévues à la hausse en 2025 pour les charges à caractère général, au compte 60. Les achats et variations de stock. La restauration va augmenter, on est encore face à des augmentations. L'énergie, dans une moindre mesure par rapport à 2024, c'est sûr, mais l'énergie continue à augmenter. Les fournitures et les produits de traitement. Au compte 61, les services extérieurs, il y a la maintenance de la gendarmerie, l'assurance chantier qui n'existait pas l'année passée puisque nous avons prévu des travaux et on va devoir prendre une assurance. Des efforts également qui sont faits sur la gestion différenciée, sur la formation, la fourrière animale qui coûte 5 000 €, je peux vous le dire, et l'entretien du terrain synthétique qui n'avait pas été fait tout à fait à fond l'année passée, qu'on va reprendre. Également les berceaux. Donc ça, c'est les postes, 60, 61 et 62 autres services extérieurs, notamment au niveau du transport, qui impacteront nos dépenses en 2025. Vous avez, dans le tableau qui est là, les prévisions de dépenses, en tout cas les estimations, les orientations budgétaires prévues à la hausse en 2025 pour les charges de personnel. Le périscolaire devrait baisser du fait de transferts vers des CDD, mais du coup les CDD vont augmenter. On a prévu également un CDD espace vert pour le fleurissement. Et on a aussi cette année une année complète de techniciens ou de salariés contre une année qui n'était pas complète l'année passée. Les titulaires Ircontec devraient baisser du fait de demandes de disponibilité. Les titulaires CNR, ACL, on vient d'apprendre il y a combien ? Combien ? Une dizaine de jours. Une dizaine de jours, une augmentation de plus de 3%, je pense. 3%. Des cotisations retraite. Donc ça va faire mal. On a un recrutement en communication, une stagiairisation dans différents services. Là aussi, une année complète versus une année partielle. Des horaires qui passent à temps plein et des évolutions de grade. On a, pour terminer, un centre sportif jeunesse qui va être mise en place cet été. Les orientations budgétaires prévues à la hausse pour les autres charges de gestion courante, c'est notamment le forfait communal pour les écoles privées, qui augmente de façon significative. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Le tableau, je vous laisse relire, si vous voulez. OK ? C'est bon ? L'endettement. L'encours total de la dette à Bézieux, ce chiffre en 2024 est de 3 556 000 €. Donc ça, c'est le total de la dette. Avec une annuité pour 2024 de 319 918,88 € en capital. Donc ça, c'est ce qu'on rembourse en investissement et en capital. Et 92 513,98 € en intérêt, que l'on rembourse dans les comptes de la section de fonctionnement. En 2025, le remboursement, ça diminue d'année en année bien sûr, le remboursement du capital se chiffrera lui à 327, il augmente lui par contre, 605,28, et en capital à 83 000, et en intérêt à 83 098. Il faut noter que 2 emprunts se termineront fin 2025. Le premier, en novembre, c'est un emprunt qui est intitulé Augimont Multi-Accueil, qui représente aujourd'hui, dans les comptes investissement, 49 653,44 € en capital, et la modique somme de 1 009,44 € en intérêt. Et le second, en décembre, c'est un prêt sur PEV, qui représente 46 564,45 € en capital, et 1 071,21 € en intérêt. J'en ai terminé avec la section fonctionnement. Au niveau de la section investissement, je vous propose un état des lieux, des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement. Tout d'abord, les dépenses réalisées.
Donc 823 000 euros en 2023, 742 000 euros en 2024, en baisse de 9%, que vous avez donc en emprunt assimilé, ça c'est mécanique, hein, ça c'est déjà écrit. Les mobilisations incorporelles, c'est des frais d'études en général. Subventions d'équipement, c'est les subventions par rapport aux équipements. Mobilisation corporelle, ben là c'est les matériels. Mobilisation en cours, opération d'ordre, voilà. Les recettes d'investissement, donations fonds divers augmentent, 46%. Subventions d'investissement en baisse, excédent d'investissement augmente de 32%. On est avec, en réalisé, on était à 1,9 million, on passe à 2 273 000, ça ce sont nos recettes d'investissement à fin 2024, c'est ce qu'on a en caisse, c'est ce qu'on peut utiliser. D'accord ? En termes de projets, alors en matière d'investissement, 2025 sera une année charnière, enfin charnière ou en tout cas une année importante, avec 2 projets qui verront le jour, le projet Vestiaire Foot et le projet Air intergénérationnel. Pour ces 2 projets, on envisage un scénario financier qui pourrait prendre la forme de 30% en autofinancement, 30 à 50% selon le niveau de subvention et 20 à 40% d'emprunt selon solde à financer. Ces projets vont nécessiter des ressources et nous conduisent à arbitrer un certain nombre de demandes d'investissement complémentaires, étant entendu qu'il reste aussi à financer le solde d'investissement engagé en 2024, que l'on va essayer par la suite de faire payer, enfin de payer dans l'année et pas l'année suivante. Par ailleurs, en ce qui concerne l'air intergénérationnel, dans le cadre de l'étude faune-flore préalable à l'implantation prévue initialement, il a été découvert une espèce protégée, le bruant des roseaux, espèce protégée depuis 1978, doublée de l'hypothèse, hein, ça reste à valider, c'est pas certain, mais ça en prend le chemin de l'existence d'une zone humide à l'emplacement que nous avions initialement choisi pour implanter l'air, à proximité de Besserre. Cela nous conduit ou nous contraint à modifier l'implantation du projet et nous amène à créer une zone préservée pour le bruant des roseaux à proximité de ESR. Alors, l'existence de cette espèce protégée et de cette zone humide, on peut le prendre comme une catastrophe, nous on le prend comme une opportunité qui nous donne l'occasion de concrétiser les valeurs environnementales fortes que nous portons, mais cela aura un impact sur le coût de l'opération globalement, c'est évident. Au-delà de ces 2 dossiers structurants, nous projetons de mettre l'accent sur les sujets suivants. La sécurisation des voies et des piétons, avec si possible, mais c'est pas simple à mettre en place, donc on essaie, on regarde, on consulte la MEL, mais c'est compliqué. Les feux intelligents, l'éclairage à des passages piétons, des aménagements. Nous prévoyons également de compléter, c'était déjà engagé depuis longtemps, et si possible de finaliser la vidéoprotection. Il y a encore des caméras qui manquent. Quand on est arrivé, il y en avait déjà 17, on en a rajouté 13 et il y en a encore 5 ou 7, 7 à positionner. Comme vous le savez, nous avons on a besoin de sécuriser les accès des bâtiments communaux. On prévoit de développer le fleurissement de la commune. On prévoit également du matériel pour l'entretien des cimetières, l'acquisition de terrain en vue de créer des espaces verts et des parkings, la concrétisation de l'étude et l'avancement du dossier inondation, la poursuite de l'aménagement des cimetières avec, si possible, un jardin du souvenir, des cavernes, l'aménagement du RPE, donc le relais petite enfance qui est en cours, comme vous le savez, ce qu'on appelle la salle Michelet. Donc le RPE va être transféré, on en a discuté, on l'a voté, et il y a donc un aménagement, il y a du mobilier, etc. Et la poursuite de l'étude sur la nouvelle salle culturelle. Il est important de noter que l'année 2025 sera une année chargée en matière d'investissement et de recherche de financement auprès des institutionnels. J'en ai terminé sur l'exposé que j'espère avoir été clair, sur l'exposé que je peux vous proposer, et j'ouvre le débat. Qui souhaite intervenir ?
un débat. On est là pour débattre. Comment ? Si tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, bah c'est parfait. S'il n'y a pas de... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de vote, hein, c'est un débat. Non. Donc, c'est que la présentation a été faite correctement et qu'elle est complète, je suppose. Je ne vois pas d'autre explication. Eh bien, tant mieux. Je vous remercie. Donc, nous allons passer au point suivant. Donc, je vais vous lire, vu le Code général collectivité territoriale, et notamment les articles L 2312-1 et D 2312-3, modifiés par l'article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015. Vu la loi numéro 2023-1195 du 18 décembre 23 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, vu le décret numéro 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire, vu la présentation faite lors de la commission finances, emploi, commerce, économie qui s'est réunie le 20 février 2025, ici même, considérant qu'un débat sur les orientations générales du budget s'appuyant sur un rapport d'orientation budgétaire qui a été remis en annexe 3, est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants et plus, c'est notre cas, considérant que ce débat permet au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget primitif, considérant que le débat d'orientation budgétaire doit se tenir dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif, c'est le cas, considérant que ce débat ne revêt pas de caractère décisionnel, l'Assemblée prend acte du débat et du rapport sur la base duquel se tient le débat d'orientation budgétaire. Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte du débat sur les orientations budgétaires de la commune pour l'exercice 2025. Je vous remercie. Et nous allons passer au point 4, et là je vais passer la parole à Pascal. Donc le point enfance-jeunesse, alors nous allons avoir un certain nombre de points. Si vous êtes d'accord, je vais vous faire grâce des vues, le code général, etc., si vous êtes d'accord. Enfance-jeunesse, donc premier sujet, l'instauration d'une bourse au permis de conduire. Donc vous avez en fait le document précis en annexe 4. Vu la présentation faite lors de la commission Famille, Enfance, Jeunesse réunie en date du 12 février 2025, considérant le souhait de la municipalité d'instaurer une bourse au permis de conduire à destination des jeunes basiliens âgés de 16 à 25 ans afin de les aider au financement de ce dernier et ainsi favoriser la mobilité, l'autonomie et faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Considérant que les bénéficiaires de cette bourse devront effectuer une mission au service de l'intérêt général au sein de la collectivité, à raison de 35 heures en contrepartie de l'aide versée, considérant que cette mission au service de l'intérêt général pourra être effectuée auprès des différents services de la commune, considérant que l'aide d'un montant de 300 € sera versée à l'auto-école choisie par le bénéficiaire après obtention du code de la route par ce dernier et la réalisation de la mission au service de l'intérêt général, considérant qu'une convention tripartite sera signée entre la commune, le bénéficiaire et l'auto-école choisie par le bénéficiaire afin de formaliser les modalités techniques et financières d'attribution de la bourse. Il est proposé au conseil municipal d'instaurer le dispositif d'aide bourse au permis de conduire à destination des jeunes basiliens âgés de 16 à 25 ans, à hauteur donc de 300 € et dans la limite de 10 bénéficiaires par an, soit un montant de 3 000 € à charge de la commune. De conditionner le versement de cette aide à l'obtention préalable du code de la route par le bénéficiaire et la réalisation d'une mission au service de l'intérêt général au sein des services de la commune. D'autoriser Monsieur le maire à signer des conventions avec les bénéficiaires et leurs auto-écoles, ainsi que tout document nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente. De prévoir les crédits correspondant au budget. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Une question de Monsieur Devoyer. Donc pour nous, beaucoup de points à éclaircir avant de pouvoir voter cette délibération. Donc, comment se fait le choix des candidats? Est-ce une aide en fonction des revenus? Quel emploi, quel statut, quelle protection en cas d'accident? Et le plus compliqué pour moi, 300 € pour 35 heures, est-ce bien légal? Car c'est moins que le SMIC. Le jeune a plus d'intérêt à travailler comme livreur de pizza que d'accepter ces conditions. En état, nous voterons contre cette délibération. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, encore faut-il qu'il ait le boulot d'un livreur de pizza, parce que c'est quelquefois le problème, et que pour être livreur de pizza,
Pas toujours le vélo, pas toujours la mobilette, mais des fois il faut la voiture. Donc effectivement, des fois ça peut être compliqué. Alors, c'est effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est moins effectivement d'un SMIC, sauf que c'est bien pour ça qu'on l'a bien expliqué, c'est une mission d'intérêt général. Il peut y avoir en fait plusieurs objectifs et plusieurs intérêts à réaliser en fait cette mission. C'est aussi de découvrir les activités au sein d'une mairie, qui est une collectivité importante, et de pouvoir en fait réaliser cette activité soit au niveau des espaces verts, soit aussi au niveau d'un service administratif, soit au niveau d'un service technique, peut être aussi valorisant et intéressant en fait pour cette personne. Concernant alors les revenus, nous avons souhaité les simples conditions en fait d'obtention sont dans le document, c'est-à-dire que nous n'avons pas souhaité. Alors peut-être que ce sera à revoir l'année prochaine, hein, mais on n'a pas souhaité en fait dans un premier temps limiter cette obtention d'aide à juste des personnes qui cherchent du travail ou à des personnes qui ont besoin d'un permis ou d'une voiture pour réaliser leur stage dans le cadre des études, etc. On a vraiment voulu ouvrir à l'ensemble des jeunes basiliens de 16 à 25 ans, sans condition de ressources, parce que là aussi, ça peut être compliqué. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, hein, mais ça peut être compliqué de demander aux jeunes, parce qu'un jeune de 16, 17 ans, 18 ans va forcément être à charge de ses parents. Pas forcément des jeunes qui sont plus âgés, qui peuvent être en autonomie, et de ce fait, avec les décalages d'une année par rapport en fait, aux revenus, ça peut être en fait compliqué. Donc on s'est dit, et c'est pour ça par contre qu'on a limité le nombre, 10 dossiers par an, 16-25 ans. Les deux seules conditions, c'est qu'effectivement, il ait déjà passé le code, ce qui montre en fait son intérêt et déjà sa motivation à s'intégrer en fait dans ce système. Et puis voilà, donc c'est juste ça. Alors après, effectivement, comment on décide ? Ce sera 10 dossiers par an. Les premiers qui se manifestent, on étudiera leur dossier, et à partir du moment où ils auront acquis ces deux conditions, c'est-à-dire avoir l'âge et avoir eu le permis, à partir du moment où on leur propose d'effectuer cette mission d'intérêt général, à partir du moment où ils ont répondu à ces questions et à ces conditions, ils auront donc la possibilité d'avoir cette aide. Non, mais sur le fond, je suis d'accord avec ça, sur la forme. D'accord. Et qu'est-ce qui te gêne sur la forme alors ? Ce côté en dessous du SMIC, franchement, ça... C'est le cas des services civiques aussi, par exemple. Ils trouvent quand même leur compte et qui sont très nombreux dans plein de domaines. Alors que moi, la première fois que j'ai entendu la rémunération d'un service civique, je me suis vraiment demandé qui ça pouvait intéresser. Mais ça permet d'avoir une expérience. C'est un peu comme un stage qui serait rémunéré et qui permet... C'est comme une aide, effectivement, c'est un service civique, c'est une alternance, et en fait, ce sont des rémunérations, des indemnités. Oui, j'entends ton positionnement aussi, mais quand tu mets en lien avec ce qui existe déjà en forme de stage non rémunéré, comme c'est une semaine, et rémunéré à 600 par mois. On parle de mission d'intérêt. C'est pour ça qu'on a été très attentif en fait à l'emploi des mots. C'est effectivement une mission d'intérêt général de 35 heures. Après, c'est une condition. Si le jeune ne souhaite pas faire cette condition, il n'y a pas de souci, hein, il devient livreur de pizza, c'est pas un problème. Donc voilà. Non, c'est juste qu'effectivement une proposition. Je veux dire, un jeune qui a 16 ans, 17 ans, peut être aussi intéressé par ce genre de choses. Hein. Un jeune aussi n'a pas forcément la possibilité d'être livreur de style pizza. Et puis, Bézieux est effectivement une ville où on a la possibilité d'avoir quand même des transports en commun, etc., mais quelquefois avec beaucoup de contraintes. Et de ce fait, une activité professionnelle, tout le monde n'a pas envie d'être animateur de centre aéré. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi une aide qui est attribuée pour ces jeunes qui souhaitent en fait faire autre chose. Donc voilà, mais ils ne sont pas obligés, hein. Il n'y a absolument aucune obligation. Hein. Donc voilà. Mais ce n'est pas un travail. Je réfute vraiment ce terme de travail, ce n'est pas une activité professionnelle, c'est une mission d'intérêt général.
Une autre intervention? Question? Non? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? 6. Qui s'abstient? 0. Parfait, je vous remercie. Alors, on continue avec le point 5, enfance-jeunesse, renouvellement de l'aide au BAFA, que vous avez reçu en annexe 5. Alors, vu la délibération du Conseil municipal du 9 février 2023 qui instaurait un dispositif d'accompagnement à destination des Basiliens de 16 ans et plus désirant passer le BAFA, vu la délibération du Conseil municipal du 22 février 2024 renouvelant le dispositif d'accompagnement pour le passage du BAFA destiné aux Basiliens de 16 ans et plus et l'élargissant aux animateurs travaillant depuis au moins 1 an sur la commune, vu la présentation faite lors de la commission Famille, Enfance, Jeunesse réunie en date du 12 février 2025, considérant la volonté de la municipalité, au vu du succès rencontré en 2023 et 2024, de renouveler ce dispositif, mais d'en modifier l'âge minimum des bénéficiaires à 17 ans au moment de la réalisation du stage pratique et d'en revaloriser le montant à hauteur de 225 € au lieu de 210, je le rappelle. Considérant que les jeunes souhaitant prétendre au dispositif devront compléter le formulaire de demande d'aide au BAFA afin d'obtenir l'aide dans le cadre du stage d'approfondissement, qui est donc placé en annexe 5, considérant qu'un comité de pilotage sera créé afin d'étudier les demandes d'aide lors de commissions d'attribution réparties sur l'année, il est proposé au conseil municipal de renouveler le dispositif à destination des Basiliens en modifiant l'âge minimum à 17 ans au moment de la réalisation du stage pratique et en participant à la prise en charge partielle des frais liés à la formation du BAFA, donc le stage d'approfondissement, à hauteur de 225 € versés au centre de formation et dans la limite de 10 dossiers par an, soit un montant de 2 250 € pour la commune. De conditionner le versement de cette aide à la réalisation par le bénéficiaire de l'intégralité du stage de base et à l'engagement de ce dernier à réaliser le stage pratique qui en découle au sein des accueils collectifs de mineurs de la commune. De dire que le bénéficiaire de l'aide au BAFA s'engage à travailler 10 jours minimum pour la commune de Bézieux une fois diplômé. De prévoir les crédits correspondant au budget. Des questions? J'avais juste Oui. une demande d'éclaircissement parce que vous parlez d'un comité de pilotage, un considérant comité de pilotage. Vous parlez d'une commission d'attribution, vous parlez d'un comité technique dans le document. Oui. Qui sont tous ces commissions, ces conseils? Tu as raison de poser la question. Alors en fait, effectivement, nous sommes un certain nombre d'élus et de personnels municipaux à constituer en fait à chaque fois ces comités. Alors l'idée, effectivement, c'est comme quand on a projet social de territoire, on a effectivement des comités de pilotage, des comités techniques, etc. Alors bien sûr, ce ne sont pas complètement les mêmes personnes, on est d'accord. Sauf que, fondamentalement, il va y avoir les élus jeunesse et il va y avoir aussi M. Bruno Dufour, ainsi que certainement Clara Francom ou Geoffrey, en tout cas le personnel du service jeunesse qui sera de toute façon concerné par ces attributions en fait d'aide. C'est-à-dire que c'est eux qui vont, eux et nous, puisqu'en fait ça va être, j'ai envie de dire, bilatéral, bipartite, qui allons en fait constituer ces commissions. Est-ce qu'il y a un comité de pilotage, une commission d'attribution et un comité technique? En fait, il y a trois Alors globalement, organisations. je pense qu'au niveau du comité technique, effectivement, je pense qu'il y aura la DGS qui va venir nous rejoindre, qui effectivement aura une fonction de contrôle réglementaire, j'ai envie de dire, pour effectivement être sûr que tout se passe bien dans les règles. Et en fait, les deux autres comités, on pourra dire que c'est globalement relativement la même chose, parce qu'en fait, ce sera essentiellement donc les élus. Alors, il y aura certainement donc l'élu à la jeunesse, donc M. Macré et moi-même, au niveau de l'adjointe, donc au niveau des élus. Et il y aura donc en fait les membres du service jeunesse qui seront présents. C'est bon? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 6,
Enfance Jeunesse toujours, convention de partenariat avec Pop Éducation, que vous avez reçu en annexe 6. Vu le dispositif d'aide au BAFA qui est mis en place sur la commune, considérant que l'association Pop Éducation a pour objet de favoriser et de promouvoir le lien social en organisant des événements socio-culturels, des séjours de vacances ainsi que des actions de formation, d'engagement volontaire et d'insertion dans une démarche éco-citoyenne qui vise la responsabilisation des individus et des groupes en faveur du développement durable, considérant que l'association Pop Éducation propose d'organiser des sessions de formation BAFA sur la commune, considérant que la commune s'engage dans ce cadre à mettre à la disposition de Pop Éducation les locaux nécessaires à la bonne réalisation de la session de formation d'approfondissement BAFA, considérant que ce partenariat permettra de faire bénéficier les participants d'un tarif préférentiel d'un montant de 225 €, considérant qu'il permettra également aux stagiaires résidant sur la commune et souhaitant s'inscrire en individuel sur une session de formation BAFA Pop organisée sur une autre commune de bénéficier d'une réduction de 50 € par rapport au prix public proposé, considérant la nécessité de conventionner avec l'association afin de définir les obligations de chacune des parties, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec Pop Éducation ci-jointe annexée, donc en annexe 6, et de prévoir donc les crédits correspondants dans le budget. Qui souhaite intervenir? Nobody? On peut passer au vote. Oui. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point 7, enfance-jeunesse, et une convention de mise à disposition d'un local de la résidence Michelet pour l'exploitation du relais petite enfance que vous avez reçu en annexe 7. Alors, vu la délibération numéro 2024 du Conseil municipal du 12 décembre 2024 relative à la mise à disposition du local de la résidence Michelet appartenant à Tisserin Habitat, vu le marché public relatif à la gestion de la crèche et du relais petite enfance, donc RPE, pour la période 2019-2024, prévoyant un transfert de locaux pour le RPE et prolongé par avenant, considérant que la commune souhaite garantir un accueil de qualité pour les jeunes enfants et qu'elle s'engage pour soutenir les services à destination des familles de la petite enfance et de la jeunesse, considérant que le relais petite enfance est un service de proximité à destination des assistantes maternelles, des gardes à domicile, des parents et des jeunes enfants ayant pour but d'accueillir, d'informer et d'accompagner, considérant que dans le cadre du transfert des locaux du relais petite enfance, il est nécessaire de conventionner avec Eventia SAS Crécharam afin de formaliser les conditions d'utilisation du local de la résidence Michelet pour l'exploitation du RPE. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition du local situé au sein de la résidence Michelet avec Eventia SAS Crécharam pour l'exploitation de son relais petite enfance, donc en annexe 7, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette convention, et donc de prévoir les crédits correspondant au budget. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Personne? Non? Eh bien, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8, toujours en enfance-jeunesse, convention de mise à disposition de locaux scolaires en fonction des heures d'enseignement que vous avez reçues à l'annexe 8. Et je vais passer la parole à Jean-Pierre. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, vu le Code de l'éducation et notamment l'article L212-15, vu la circulaire interministérielle numéro 93-294 du 15 octobre 1993 relative à la mise à disposition des locaux scolaires pour des activités culturelles, sociales, sportives ou socio-éducatives en dehors des heures d'enseignement. Vu la demande formulée par l'association Bézieux Linguistique relative à la mise à disposition de locaux scolaires pour l'organisation d'ateliers d'initiation ludique à l'allemand, considérant que la commune, soucieuse de promouvoir l'accès à des activités socio-éducatives, souhaite mettre à disposition certains locaux scolaires pour des activités spécifiques en dehors des heures d'enseignement, considérant que cette mise à disposition est consentie dans le respect des principes fondamentaux de l'enseignement public, notamment la laïcité et la neutralité, considérant la nécessité de conventionner avec l'association Bézieux Linguistique
afin de formaliser les conditions de cette mise à disposition. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition de locaux scolaires en dehors des heures d'enseignement à l'association Bézieux Linguistique, dans le cadre donc d'ateliers d'initiation à l'allemand que vous avez pu prendre connaissance en annexe 8, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Merci Jean-Pierre. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? C'est clair pour tout le monde? Pardon. Pas d'intervention? S'il n'y a pas de questions ni d'intervention, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point 9, fonction publique, modification du volume horaire d'un agent. Je passe la parole à Pascal. Donc, si vous êtes d'accord, je vais aussi... Voilà. Vu le tableau des effectifs adopté par délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2024, vu la présentation faite lors de la commission ressources humaines réunie en date du 12 février 2025, considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d'adjoint technique permanent à temps non complet, 22 heures et 85 centièmes hebdomadaires, en raison d'un besoin supplémentaire lié à la prise en charge par la commune du nettoyage du dojo de l'espace Suzanne Régnier et en accord avec l'agent, il est proposé au conseil municipal d'augmenter le volume horaire de l'adjoint technique à raison de 24 heures et 85 centièmes hebdomadaires à compter du 1er avril 2025, d'autoriser monsieur le maire à signer l'arrêté de modification du volume horaire et de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Y a-t-il une question sur cette délibération? Une intervention? Point. Point? Non? Ok. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Point 10. Toujours en fonction publique, modification du volume horaire d'un agent. Alors, il s'agit donc d'une deuxième modification d'un volume horaire d'un deuxième agent. Donc, vu la présentation faite lors de la commission ressources humaines réunie en date du 12 février 2025, considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d'adjoint technique permanent à temps non complet, 25 heures et 53 centièmes hebdomadaires, en raison d'un besoin supplémentaire lié à l'entretien des locaux de la mairie suite à l'aménagement des nouveaux locaux et un besoin supplémentaire lié à l'entretien des classes du groupe scolaire Paul-Émile Victor et en accord avec l'agent, il est proposé au conseil municipal d'augmenter le volume horaire de l'adjoint technique à raison de 27 heures et 53 centièmes hebdomadaires à compter du 1er avril 2025, d'autoriser monsieur le maire à signer l'arrêté de modification de volume horaire et de prévoir les crédits correspondants au budget. Donc il s'agit de la même délibération que tout à... enfin, le même principe de délibération. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou poser une question? Non? On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Fonction publique. Création de postes non permanents. Accroissement saisonnier d'activité. Espaces verts et bâtiments municipaux. Pascal. Vu la présentation faite lors de la commission ressources humaines réunie en date du 12 février 2025, considérant la nécessité de renforcer les équipes espaces verts pour l'entretien des espaces communaux et les équipes d'entretien des bâtiments municipaux selon les pics d'activité saisonniers, considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité en raison de l'article L332-23-2 du Code précité, considérant qu'au regard des besoins du service, il est nécessaire de prévoir le recrutement de 2 emplois à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints techniques catégorie C pour exercer les fonctions d'agents polyvalents des espaces verts et d'entretien des bâtiments municipaux. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer 2 postes à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints techniques catégorie C pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité tel qu'exposé ci-dessus pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois courant d'avril à avril, de fixer la rémunération par référence à l'indice du premier échelon du grade d'adjoint technique et de prévoir les crédits correspondants au budget. Une intervention, une question sur cette délibération? Non, plus. Bon. On va passer au vote. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et je pense qu'il reste une, qui est la dernière, je pense. Fonction publique, création d'un poste non permanent, accroissement saisonnier d'activité, service administratif. Alors, je vais vous proposer une petite modification par rapport à ce que j'ai présenté en commission ressources humaines. En fait, comme vous l'avez remarqué, les accroissements saisonniers étaient donc relativement les mêmes que ceux présentés l'année dernière. Sachant que l'année dernière, nous avions donc 2 accroissements d'activité pour des espaces verts et services techniques. Et nous vous avions donc proposé en conseil municipal un poste d'accroissement d'activité à 28 heures, donc globalement à temps partiel. Lors de la présentation, cette fois-ci, le 12 février, donc nous étions partis sur la même présentation, sauf qu'il s'avère que, en fait, si nous avons l'opportunité d'avoir une personne, et en fonction des besoins bien entendu, mais si nous avons l'opportunité d'avoir une personne à temps complet, passez-moi l'expression, mais on se tire une balle dans le pied, dans le sens où si on ouvre un poste à 28 heures et on a la possibilité d'embaucher quelqu'un de compétent et ayant les connaissances requises pour un poste à temps complet, ce serait dommage de ne pas pouvoir l'embaucher parce qu'on n'a pas pris le bon... on n'a pas fait la bonne délibération. Donc, de ce fait, contrairement en fait à ce que j'ai donc proposé, nous vous proposons donc non pas de faire de valider ou tout au moins de voter pour la création d'un poste à 28-35e, mais de faire comme pour les autres postes, de faire en fait un temps complet. Vu la présentation, alors donc il y a une modification qui est faite par rapport à ce qui a été présenté en commission ressources humaines. Donc considérant la nécessité de renforcer les équipes administratives pour des missions diverses ponctuelles selon les pics d'activité saisonniers, considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, en application de l'article L 332-23-2 du Code précité, considérant qu'au regard des besoins du service, il est nécessaire de prévoir le recrutement d'un emploi, donc à temps complet, dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs catégorie C pour exercer les fonctions d'adjoint administratif. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer un poste à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs catégorie C pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité tel qu'exposé ci-dessus pour une période de 6 mois, maximum pendant une même période de 12 mois, courant d'avril à avril, et de fixer la rémunération par référence à l'indice du premier échelon du grade d'adjoint administratif et de prévoir les crédits correspondants au budget. Quelqu'un souhaite intervenir ou me poser une question? Moi? Il s'agit bien d'un poste à temps complet. Oui, donc il y a un poste, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je signalais, c'est qu'effectivement, quand on a envoyé les documents, ce qui a été fait en présentation de commission, ce qui vous a été envoyé, c'est pour ça que je souhaitais absolument le signaler pour que tout le monde ait bien l'information et puisse voter en toute connaissance de cause, qu'il y a donc une modification. C'est plus un poste à 4/5e, mais c'est un poste à temps complet. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qui a été. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'on aurait pu faire aussi, vous proposer en fait la délibération sur table, mais de vous imprimer à chaque fois à tous, mais bon, je vous l'explique. Voilà. C'est enregistré. On est entre gens de bonne compagnie. On va dire ça. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à voter. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous en avons, sauf erreur, nous en avons terminé, oui, avec les points à l'ordre du jour. Il y a un bon nombre de décisions du maire dont vous avez dû prendre connaissance, qui ne font pas l'objet d'un vote. Si vous avez des questions là-dessus, je suis prêt à y répondre. S'il n'y en a pas, j'y répondrai pas. Donc voilà, et donc le prochain conseil municipal, je vous le rappelle, c'est le 3 avril pour le budget, pour le vote du budget, 3 avril. Il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres Oui, choses. bien sûr, mais il y a le vote du budget aussi.
3 avril, ici même à 19h. Je vais peut-être en profiter d'avoir tout le monde sous la main pour vous dire qu'en fait, en fonction des délais, des vacances, des contraintes que nous avons, la prochaine commission ressources humaines et la prochaine commission éducation jeunesse aura lieu le 13 avril. 13 avril, n'importe quoi. Le 13 mars. Voilà. Et la prochaine commission. Mercredi. Donc les deux, comme je fais toujours les deux, enfin j'ai pris l'habitude de faire les deux en même temps, donc effectivement ce sera le mercredi 13. J'ai dit quoi? Mercredi 12 alors. Attends, je vais vérifier. Oui. Jeudi 13, t'as dit. J'ai du 13. Jeudi 13. Jeudi 13. Et la Donc jeudi 13. Et la prochaine commission finance le mercredi 19 Voilà. mars à 18h30. La prochaine commission patrimoine aura lieu le 20 mars. Donc 13, 19, 20. 13, 19, 20. 18h30. Ouais. Sportive, 18h30. Les invitations sont déjà envoyées mardi 11, 19h. Bien. Donc l'ordre du jour étant épuisé, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie.